Bien, écoutez, je vous remercie infiniment de votre présence cet après-midi pour justement inaugurer cette saison culturelle au Pays du Mont-Blanc avec en point d'orgue le Salon du Livre de Montagne dont la 32e édition a lieu du 5 au 7 août prochain au Pays des Fises de nouveau cette année pour la 32e édition. Mais vraiment, je vous remercie infiniment de votre présence. Avant de remercier notre invité, je voudrais remercier la ville de Passy qui nous aide énormément, la région Rhône-Alpes, Auvergne, et le département de la Haute-Savoie, et puis surtout le Conseil Savoie-Mont-Blanc et nos partenaires médias, France Bleu Pays de Savoie, et puis le Dauphiné libéré, dont on a un représentant ici. Mais je voudrais vraiment exprimer toute mes gratitudes à Jean-Christophe Ruffin, qui nous fait une fois de plus l'amitié de venir nous rencontrer et de venir vous rencontrer aussi pour parler de ses relations avec la montagne. À l'occasion de ces deux derniers ouvrages, Les Flammes de Pierre, qui sont parus cette année aux éditions Gallimard, et puis l'an dernier, Montagne humaine, paru aux éditions Artaud dans la collection de Fabrice Larcier. Et puis également, on pourra parler des Aventures heureuses, un recueil de l'ensemble de ces écrits qui sont parus aux éditions, là encore aux éditions Gallimard, dans la collection Quarto. Et puis, comme chaque semaine, nous tendons la main à une autre association culturelle de la commune, et cette année, c'est les Violons Lunaires, avec Daniel Musati, qui viendra nous annoncer sa saison culturelle, avec les concerts qui sont programmés au mois d'août. Mais je voudrais vraiment remercier vraiment chaleureusement Jean-Christophe Ruffin, parce que son œuvre s'ouvre toujours sur des horizons où planent les mystères de la condition humaine, une condition humaine qu'il décrit toujours comme étant fragile et déchirée entre le désir d'action insensée et les limites imposées par un environnement imprévisible. Jean-Christophe Ruffin est médecin, je pense que c'est vraiment l'essence même de son métier et de sa vie. Il est médecin, il a été le médecin de toutes les aventures humanitaires d'un siècle impardonnable. Par ses excès de fanatisme et de haine. Il a été le spectateur engagé contre les barbaries nouvelles qui ravagent le monde. Il est le romancier témoignant d'une histoire où les hommes et les femmes ont mis tout leur cœur au service de causes souvent perdues, mais dépassant toujours leur propre personne. Alors que dans ses livres, il bourlingue autour du monde ou traverse l'Europe ou les océans, qu'il porte les valises diplomatiques d'un consul facétieux, ou qu'il empoigne le volant d'un convoi pour combattre la terreur en Europe centrale, il recherche toujours la dignité de héros malmenés par le tragique de leur vie. Cette année, il nous offre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il nous offre des sports d'hiver dans une station où le spectacle de la haute altitude, la saveur du rocher, la délicatesse de la neige stimule les esprits et surtout les corps. Il réconcilie en montagne l'humain et la nature, l'esprit d'aventure et le sens du devoir. Et vraiment, nous sommes vraiment très reconnaissants à Jean-Christophe d'être là ce soir pour nous parler de ces deux ouvrages. Alors, la première question qui s'impose, c'est comment est-il venu à la montagne et pourquoi, après avoir écrit des romans d'aventure qui se passaient sur tous les continents, il est arrivé à justement faire un roman sur la montagne. Alors, bonjour à tous, j'espère que ça va pas mal se terminer cette rencontre, parce que ça a commencé par un incident qui n'était pas prévu. J'ai été piqué dans la bouche là, par une guêpe, et donc si je me roule par terre, ne vous étonnez pas, il y aura des raisons. Voilà. Mais finalement, mourir au Jardin des Cimes, c'est quand même, ça a de la gueule. Alors, je ne le souhaite pas, mais si ça devait m'arriver, je me ferai une raison. Voilà. D'abord, merci à tous pour cette nouvelle rencontre. Je suis toujours très heureux de présenter mes livres dans la région, parce que je le fais un peu partout, en France et à l'étranger. Et au fond, c'est un plaisir, surtout pour celui-là, parce que ce sont des livres qui sont consacrés à la montagne, c'est-à-dire que le décor est là, il est en face de nous. Et ce décor, vous le connaissez tous, vous l'aimez tous. Et par conséquent, il était logique et c'est un plaisir d'en parler, j'allais dire,
sur place et en le contemplant directement. Alors moi, je ne suis pas du tout originaire de pays de montagne, je suis un homme des pays plats. Du côté de mon père, c'est le Pas-de-Calais et plutôt la Flandre, enfin ces zones-là. Et du côté, enfin moi je suis né ensuite à Bourges, qui n'est pas non plus réputé pour ses sommets enneigés. Donc le plat, c'était ma dimension, j'allais dire, de naissance. Et donc la montagne, je l'ai rencontrée assez tard. J'explique dans le petit livre Entretien, là. J'ai rencontré, comme tout ce qui se fait d'important dans la vie, c'est-à-dire par hasard, j'ai rencontré avec ma copine pendant mes études de médecine. J'avais partagé mes études, enfin cette période d'études avec une jeune femme avec qui, effectivement, on travaillait beaucoup, mais de temps en temps, on partait aussi dans un appartement que ses parents avaient à Tignes, et j'ai découvert la montagne en Vanoise, donc de l'autre côté là, voilà, donc c'était tard déjà, j'avais plus de 20 ans, j'avais même presque 25, et ça a été un peu une sorte de choc, voilà. Et j'ai fait un stage du CAF, du Club Alpin Français, qui à l'époque était encore assez marqué par sa période militaire. Je savais que c'était la devise du CAF, c'était pour la patrie, par la montagne. Et elle ne rigolait pas. Et j'ai commencé comme ça, mais j'ai eu la chance de tomber sur un guide merveilleux qui encadrait ce stage, Philippe Gavarou, à qui je rends hommage dans le livre, et qui m'a apporté beaucoup, et qui m'a surtout apporté l'indépendance, c'est-à-dire l'envie de continuer la montagne, mais de la continuer seul, dans une certaine forme de responsabilité, et je en remercie beaucoup, parce qu'il y a certains, je ne veux pas généraliser ni jeter la pierre à quiconque, mais il y a souvent des guides qui installent avec leurs clients un rapport de dépendance, c'est-à-dire qu'on fait de la montagne, mais il faut qu'il y ait toujours le guide. Alors moi j'aime beaucoup les guides, mais c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir faire de la montagne seul, et c'est ce que Philippe m'a apporté. Voilà. Et ce qui est tout à fait remarquable dans ce livre, c'est que la montagne n'est pas seulement un décor, mais c'est aussi un personnage à part entière. C'est un repère pour les personnes qui se rencontrent, vivent de la montagne ou vivent pour la montagne. Et la montagne est vraiment le repère qui leur permet de rebondir à chaque étape de leur vie et de leur aventure. Oui, ce qui m'a toujours frappé quand on pratique la montagne et surtout l'alpinisme, c'est qu'on est tout le temps confronté à des questions de la part de gens qui ne font pas de montagne, qui sont des questions du genre pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors c'est le capitaine Haddock, c'est pourquoi on monte et puis pour redescendre, etc., des choses comme ça. Et cette question du pourquoi, finalement, on ne se la pose pas quand on pratique finalement ces sports. Alors, je pense qu'ici, vous tous, vous êtes familiers de la montagne, et donc vous ne devez pas vous poser ces questions, mais on doit vous les poser. Et moi, j'avais constaté une chose, c'est que autant la mer, disons, est entourée d'une forme d'évidence, c'est-à-dire que tout le monde considère comme normal d'aller à la mer, alors que pour moi, c'est suicide, hein, une plage, c'est vraiment l'enfer sur Terre, quoi. J'ai vécu au Brésil, et le Brésil est une civilisation de la plage, c'est-à-dire que les gens viennent avec leurs pliants, leurs bières, leurs trucs sur la plage. Sinon, bon, ça se finit par se voir d'ailleurs, hein. Surtout la bière. Bon. Mais disons que la mer ne suscite pas les mêmes interrogations. C'est quelque chose de naturel d'aller sur la mer, comme si l'humanité avait une sorte de destin maritime qui lui était inscrit en elle et qu'on ne pose pas de questions par rapport à ça. Alors que la montagne, au contraire, est un domaine qui intrigue, qui fait peur, ça chacun le sait. Et je pense que ça tient aussi au fait que pendant des siècles, finalement, on a parcouru, les êtres humains n'ont parcouru et n'ont habité que la moyenne montagne. Et finalement, la fréquentation de la haute montagne, c'est quelque chose d'assez récent, finalement. Avant, c'était le séjour des dieux et même des diables. Enfin, c'était quelque chose qui faisait peur. Alors, il en reste toujours quelque chose. Tout à l'heure, j'ai vu une dame qui présentait
un livre sur les cristalliers. Bien, les cristalliers, effectivement, c'était peut-être les seuls, avec les chasseurs de chamois, à se risquer un petit peu au-dessus, dans les zones des glaciers. Et pendant très longtemps, ça a été ça. Il a fallu que des personnages bizarres, donc anglais, viennent ici et disent finalement c'est pas mal, on peut escalader les montagnes. Et puis tout d'un coup, c'est devenu une sorte de sport, d'engouement et pour certains de métier, donc avec les guides. Mais jusqu'à aujourd'hui, finalement, ça introduit une certaine forme de malaise et on est toujours un peu obligé de se justifier. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que quand on essaie de se justifier, pourquoi est-ce que tu aimes la montagne? Eh bien, ce qui frappe tout de suite, c'est que quand on réfléchit 2 minutes, c'est que finalement les raisons pour lesquelles on va en montagne ne sont jamais les mêmes. Elles changent, elles évoluent. Quand j'y suis allé à 20 ans, c'est pas les mêmes raisons pour moi d'y être aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ça évolue. Et puis il y a des périodes aussi où on n'a plus envie d'y aller, où on est fâché avec la montagne. On y va moins, ou même on se dit, ah, on est marre, enfin, voilà, je vais au boule. Enfin, voilà, on changeait de sport, etc. Et au fond, c'est assez parallèle à une histoire d'amour, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du domaine de la passion, avec des moments très forts, avec des moments moins forts, voire des moments de crise, et puis des changements complets et progressifs dans les raisons qu'on a d'entretenir une relation comme ça. Donc finalement, parler de la relation avec la montagne ou parler des relations amoureuses, c'est la même chose. Et au fond, moi j'ai écrit ce roman en me disant que j'ai cherché longtemps un moyen de parler de la montagne. Je trouvais ça idiot de passer autant de temps ici, d'être aussi imprégné de ces paysages et de ne pas savoir en parler. Jusqu'à présent, je n'étais pas parvenu à en parler. Et finalement, ça s'est débloqué le jour où je me suis dit, je vais en parler comme une histoire d'amour et à travers une histoire d'amour. C'est-à-dire 2 personnages, oui, leur histoire, plus un 3e personnage qui sera la montagne et qui fait qu'il y aura à la fois les relations entre ces 2 personnages et les relations qu'ils entretiennent avec la montagne. Et que tout ça permettra au fond peut-être d'approcher un petit peu ce mystère et répondre à cette question qu'on nous pose et qu'on s'est posé forcément, de savoir ce qu'on cherche ici. C'est un problème de sensualité et aussi d'esthétique. Parce qu'il y a la façon dont on touche la montagne, la façon dont on ressent ce qu'elle peut apporter, ou ce qu'elle peut entraîner aussi comme douleur ou comme félicité. Et puis il y a aussi la façon dont on va en montagne, la façon de grimper, il y a l'esthétique de la voie. C'est, je pense, quelque chose aussi qui marque le grimpeur que tu fais. Oui, alors bon, il y a plein de sports de montagne différents, hein, je veux dire du ski de randonnée, ski de fond, ce que vous voulez, randonnée à pied, etc. Et puis il y a en effet l'alpinisme et ses différentes variantes. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est des sports, enfin, en ce qui concerne l'alpinisme, l'escalade en général, qui ont beaucoup changé. Hein. Ceux d'entre vous qui sont de ma génération, ils ont vu encore la période où c'était un sport de conquête. C'était un sport assez, je disais tout à l'heure, militaire, mais c'est vrai que ça se ressent dans le vocabulaire, etc., l'attaque d'une voie, etc. Bon. Et puis, on allait planter un drapeau après la guerre, par exemple, dans le massif himalayen, chaque grande nation européenne a eu besoin d'avoir son 8000. Alors nous, on a eu l'Annapurna, les Anglais ont eu l'Everest, les Italiens ont eu le K2. Enfin, voilà, il y avait une dimension comme ça de conquête. Et les expéditions étaient lourdes et l'alpinisme lui-même était lourd. Il y avait les grosses pompes qui faisaient des ampoules aux pieds. Il y avait tout l'attirail de l'assurage sur lequel on tirait allègrement d'ailleurs, parce que finalement la notion d'assurage, de point de progression n'était pas bien claire. Donc on mettait des étriers, on mettait tout ça. Et quand vous voyez des photos de l'époque des ascensionnistes de l'époque, on a l'impression que c'est des espèces de plombiers en altitude, là, avec des marteaux, des pitons partout, etc. Il y avait un côté comme ça. Et puis est apparu, et là encore, dans notre génération, on a connu cette révolution, est apparu
bon, d'abord aux États-Unis, mais enfin, ici en France, un personnage en France qui a incarné le changement de tout ça, c'était Patrick Edlinger. Avec son petit short de gymnastique, là, son petit bandana, la magnésie dans le dos, et puis voilà, les petits chaussons. Et tout d'un coup, l'alpinisme a changé complètement. C'est-à-dire qu'il est devenu un sport d'esthétique, presque une danse, avec voilà, cette volonté finalement de chasser le tragique. Parce que le tragique était au cœur de la symbolique alpine. Quand vous lisez les romans de Frison Roche, ou de Ramus, etc., mais c'est plein de... Il y a la mort partout, il y a la tragédie partout, il y a la foudre, il y a la souffrance, il y a le sacrifice du guide, etc. Enfin, il y avait cette dimension tragique. Alors avec Edlinger, tout ça a disparu complètement. Il reste que le petit short et le bandana. Et vas-y que je te caresse le rocher et tout, et puis que je me regarde grimper, etc., etc. Et bon, ça a été un peu une révélation, parce que c'est vrai que l'alpinisme à ce moment-là a complètement changé. Et il a bifurqué d'ailleurs, il y a deux voies maintenant différentes. Il y a toujours des gens qui pratiquent l'alpinisme, un peu lourd, je dirais. Et puis cet alpinisme, cette escalade à la Edlinger, maintenant, elle s'est beaucoup développée dans les villes, avec des murs d'escalade, ou des murs de blocs, Arcos, Murmure, tous ces trucs-là. Et ce qui a une conséquence d'ailleurs qui est assez marrante, c'est que quand on va dans les falaises ici, l'été, par exemple à la Duchère, près de chez moi, vous avez beaucoup de monde en bas qui font la première longueur. Pourquoi? Parce que c'est des urbains, c'est des citadins qui ont appris à grimper sur des murs de ville. Donc ils ne savent pas enchaîner les longueurs. Il faut une longueur, puis descendre, ils font de la moulinette. Et si vous voulez être tranquille, ben vous contournez, vous allez à la deuxième longueur, là il n'y a déjà plus personne. Et c'est un autre sport. Et c'est un sport qui a voulu développer cette esthétique, etc. Et c'est un sport qui conduit presque à une impasse. Ah, mais mon sauveur. Alors, pas de... Excusez-moi, c'est parce que je suis en train de crever. Pas de problème. Il n'y a pas de contrôle antidopage, donc il est à moto et pas en vélo, donc il n'y a aucun problème pour prendre des corticoïdes. On parlait tout à l'heure de la mer. Mais le problème, en montagne par rapport à la mer, il y a les guêpes. Et donc effectivement, ça suppose effectivement une certaine logistique. Si quelqu'un voulait diminuer un peu peut-être l'intensité de la solo, là, parce que je pas le faire. Non, c'est bon. Voilà. Jean-François. Oui, je voulais vous poser une question. Enfin, vous avez parlé du Brésil, un pays de la plage. Mais autant il y a du monde. Pardon, excusez-moi. Vous avez parlé de la plage. Vous avez cité l'exemple du Brésil qui serait une civilisation de la plage. Et vous avez souligné qu'il y a moins de peur concernant la mer. Mais en fait, la route mer, c'est aussi angoissant. Et donc, il y a un certain parallélisme entre la pratique de l'alpinisme engagé et la pratique de la route mer. Et puis, alors, est-ce qu'on peut considérer Edlinger comme un alpiniste? Moi, c'est dégueulasse. Non, mais Edlinger, alors je recommence d'abord sur Edlinger parce que ce qui est fascinant, c'est que Edlinger, dans son parcours, dans sa vie, représente la faillite justement de cette vision nouvelle de l'alpinisme parce qu'il a voulu chasser le tragique de sa pratique en ayant cette pratique pure, etc. Et en réalité, il est mort à 50 ans dans son escalier, ivre-mort et alcoolique au dernier degré. C'est-à-dire qu'il a été rattrapé par la tragédie de la condition humaine à laquelle il voulait échapper, mais qui... Et au fond, il a été victime aussi de cette espèce de narcissisme extrême qui était celui de son film, des films qu'il a rendu célèbre. C'était quoi, c'est pas la montagne à Manu, comment ça s'appelait? C'était Montagne au bout des doigts, je sais plus quoi. Ouais. La montagne à Manu. Je sais plus, enfin en tout cas, bon, et c'est... Alors, c'est une impasse cette histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je tiens pour responsable, pas Sport Edlinger qui est pour rien, mais cette évolution de l'alpinisme vers
au fond de la gymnastique d'altitude, est responsable du fait qu'il n'y a plus de littérature de montagne, très peu. Parce que précisément, comment voulez-vous intéresser les gens à des questions aussi techniques que de savoir si on passe du 7A ou du 8B? Ça ne dit rien à personne. Même ça ne veut rien dire. Enfin, ça veut dire quelque chose pour ceux qui pratiquent, mais c'est complètement virtuel. D'ailleurs, nous, on a une expérience comme ça marrante, c'est qu'on avait fait une ascension là, du Mont Blanc avec notre éditeur, Philippe de Vic, qui voulait faire le Mont Blanc. Donc, les gens qui avaient fait de montagne voulaient faire le Mont Blanc. Alors, il a eu l'imprudence de demander à Sylvain Tesson de le préparer. Alors, vous imaginez la pédagogie de Sylvain. Ça a été une véritable boucherie, enfin, il l'a emmené que dans des trucs trop durs, etc. Bon, finalement, moi j'ai récupéré un peu l'affaire et on a fait la voie normale du Mont Blanc, on a fait la voie par l'arrêt des Bosses et le refuge du Goûter. Et quelqu'un qui était avec nous, Christophe Rella, en fait, avait emporté un appareil photo et ce qu'on ne savait pas, enfin, on ne s'en était pas soucié, c'est qu'il a fait non pas des photos mais un film. Donc il a fait avec ça un petit film. Et puis, il a fait un montage. Et, évidemment, on nous racontait, comme d'habitude, que les conneries, c'était les dialogues habituels de la montagne, c'est-à-dire le truc qui vole ras des pâquerettes. Enfin. Et un jour, il nous dit, j'ai inscrit mon film au festival du film de montagne de Grenoble. C'est pas faux, c'est pas possible, non, on ne peut pas montrer ça. Bon. On n'avait pas encore vu le film d'ailleurs. Enfin, on savait bien ce que ça pouvait donner. On ne pensait pas que ça serait aussi dramatique. Et donc, moi, je vais à Grenoble, je ne connaissais pas l'énorme salle, là, le Quorum, là, je ne sais pas quoi, enfin bref, une salle, il y avait 4000 personnes. Et là, vous aviez 4 films ce soir-là. Les 3 premiers, c'était véritablement des exploits, mais des exploits de l'alpinisme moderne. C'est-à-dire, il y avait un Suisse avec des bras comme des jambonneaux, qui faisait vraiment une ascension, mais alors ça avait d'une difficulté, c'était très vite. Deuxième, c'était Wingsuit, c'est les gars qui sautent en chauve-souris là et tout, et qui s'écrasent dans les gendarmeries en bas. Bon. Troisième, c'était une avalanche dans la camp de base du Macalou, je sais pas quoi. Et le quatrième, c'était nous. Et ça a commencé dans mon chalet, en ouvrant une bouteille. Ça a commencé par un bruit de bouchon, et tout était comme ça. Alors moi, je me tassais dans mon fauteuil, je regardais où était la sortie de secours, je me suis dit, on va se faire lyncher. Et ben, quand ça s'est rallumé, qui est-ce qui a eu un tonnerre d'applaudissements? C'est nous, parce que quoi, on était 4 pieds nickelés, à qui, finalement, en qui on pouvait s'identifier, parce qu'au fond, on ressemblait à tout le monde. Et on montait quand même au sommet, parce qu'on l'a monté quand même, Ludo. Et donc, ce qu'on disait n'était pas extrême, et par rapport à ce qu'avaient fait les 3 autres films, qui avaient été applaudis doucement du bout des doigts, si vous voulez, c'était beaucoup moins bien, mais ça parlait aux gens, parce que c'était encore humain. Vous voyez. Et donc, je pense qu'il y a cette évolution de la montagne, effectivement, vers quelque chose de virtuel, d'extrême, d'incompréhensible, et que si on veut pouvoir parler de la montagne, il faut en parler de façon, enfin, en revenant à des choses plus simples, plus vraies, plus humaines, qui sont au fond partagées par tout le monde, y compris par les gens qui ne font pas de montagne. Et quant à la haute mer, bien sûr, vous avez tout à fait raison, c'est vrai que c'est un domaine qui est en lui-même à la fois dangereux, magnifique, etc. Moi, je ne pratique pas du tout ça. Encore qu'au Brésil, il y a la plage de Copacabana, qui est peut-être un peu dangereuse, encore plus que Profondibus à Chamonix, je pense. Copacabana, c'est dangereux parce qu'on se fait piquer ses papiers, oui. C'est parce que, moi, j'ai travaillé à Recife, donc dans le nord-est. Enfin, le mot travailler est un peu fort. J'étais au consulat général. Et il y a ça des années. Et on disait aux gens, attention sur la plage, vous allez vous faire piquer vos habits. Bien sûr. Et puis ils allaient se baigner. Et puis effectivement, une fois qu'ils étaient dans l'eau, eh ben, il y avait toujours quelqu'un qui leur piquait leurs habits. Ce qui fait qu'on les voyait arriver au consulat, en maillot de bain. Et il y avait un liftier
parce que le consulat était au 9e étage d'un building, et il y avait un liftier brésilien qui avait une très haute idée de ses fonctions et surtout de la bienséance, et qui leur interdisait de monter dans l'ascenseur en maillot de bain. Donc en plus, ils se tapaient 9 étages pratiquement à poil. Voilà, donc effectivement, ça peut être très dangereux les plages brésiliennes. En tout cas, pour en revenir en montagne, je pense que on est passé de l'héroïsme à la recherche d'une liberté à tout craint, mais avec aussi la reconnaissance des limites de chacun. Et on le voit bien dans le film avec Ludovic Escande et Sylvain Tesson. Ouais. Oui, voilà, lui, il a dépassé ses limites, mais il a écrit un beau livre, je vous recommande, qui s'appelle L'Ascension du Mont Blanc, dans lequel Ludovic, donc la victime, le cobaye, raconte ce qu'il avait subi. Et nous, on ne s'était pas bien rendu compte qu'il avait autant souffert, en fait. Et c'est très intéressant de voir. Ça aussi, c'est pareil, c'est un livre qui a eu beaucoup d'échos, beaucoup de lecteurs, y compris parmi des gens qui n'ont pas fait de montagne, parce qu'il a su en parler dans des termes simples et en se mettant à la place de quelqu'un qui n'est pas le champion, qui n'est pas... Parce que c'est ça la question aujourd'hui, c'est que quand vous regardez l'alpinisme extrême, c'est tellement extrême qu'on ne peut pas se reconnaître là-dedans. C'est pas possible. Je veux dire, il faut quelque chose de plus, il faut quelque chose d'humain. Il y a un petit film de Christophe Frella, justement, qui est très intéressant il a appelé ça le syndrome de l'accomplissement absolu. C'est-à-dire, c'est le type qui va marcher sur la Lune. Voilà. Armstrong, là, va marcher sur la Lune. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Quand vous avez marché sur la Lune, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Vous ne pouvez pas aller plus loin. Et il avait fait son film à partir d'alpinistes qui avait fait la face sud de l'Annapurna. La face sud de l'Annapurna, ça n'a rien à voir avec la voie Maurice Herzog, c'est une voie extrêmement difficile. Il y avait un alpiniste suisse qui s'appelait Uli Steck, qui était suisse-allemand, et puis deux alpinistes français, indépendamment les uns des autres, qui avaient fait cette voie. Et c'est, on peut dire, la voie de plus haute difficulté aujourd'hui en glace. Et c'est intéressant de voir comment, justement, cette manière d'en parler faisait toute la différence. Parce que Uli Steck, qui est mort depuis des conditions tragiques, il est mort en montagne, Uli Steck, il avait un vocabulaire en français qui était assez limité, c'était un Suisse-allemand, avec un gros accent, mais il parlait du cœur, quoi. Et on était avec lui, quoi. On était avec lui dans cette difficulté, quand à un moment donné, il était là, dans une espèce de surplomb, il y avait des avalanches de glace qui lui tombaient dessus, et il disait, mais si je fais un peu plus loin, mais t'es mort. Il disait, mais t'es mort. Si je change le piolet, t'es mort. Et puis on sentait que c'était ça qu'il avait pensé, qu'il avait vécu ça profondément. Et par contre, les deux Français, là on n'a pas les noms, mais c'était, ah ouais, on a envoyé du lourd. Ah ouais, on a envoyé du gros. Voilà. Alors là, si vous voulez, c'est un peu juste, quoi. Il a du mal à... Voilà. Et il y avait qu'un moment dans leur interview qui était pathétique, qui était passionnant, c'est qu'à un moment donné, à 7000 mètres, ils ont failli pas redémarrer, il y en a un qui s'est gelé, d'ailleurs il a coupé et tout. Et là, il y en a un qui disait à l'autre, il disait, tu te souviens, là, ce matin-là, quand on a ouvert la tente, que tu pouvais plus repartir, eh ben si tu n'étais pas reparti, eh ben, je t'aurais laissé là. Et l'autre qui disait, bah oui, t'avais raison. On sentait qu'il disait salaud. Mais il y avait un truc profond, c'était vécu, c'était une scène, quoi. Et là, tout d'un coup, on était avec eux, vous voyez. Et c'est ça, c'est pour arriver à parler des choses, il faut être dedans, quoi. Il faut que le lecteur ou le spectateur il y soit, quoi. Et malheureusement, c'est assez rare quand on parle de montagne sur les sports extrêmes. Il faut un engagement dans l'action, mais il faut aussi trouver une harmonie avec ses compagnons de cordée, mais une harmonie aussi avec l'environnement dans lequel on évolue. Oui, alors c'est deux choses différentes. L'environnement, c'est vrai qu'en ce moment, et tous ceux qui vivent autour du massif le voient, enfin, c'est que effectivement la montagne est un endroit, c'est un capteur des changements de la vie, de la planète, du climat, de tout ce qu'on voudrait.
c'est très très touchant si vous voulez, moi quand j'ai commencé à la montagne, il y avait quelque chose d'inconscient en nous qui disait nous sommes éphémères, mais il y a quelque chose qui existe dans le monde et qui est éternel. Voilà, ça c'est la montagne. Il n'y a pas tant de choses sur lesquelles on puisse se dire c'est là pour toujours. Bon, il y a l'Académie française, évidemment. Mais ça, je n'insiste pas. Mais il y a la montagne. On se dit, ça sera toujours là. Et aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est-à-dire, Walter Bonatti, quand il parlait de son pilier, qu'il a ouvert en 1955, il disait, moi je suis mortel, mais le pilier de la face sud-ouest des Dreux, il sera toujours là. Et ben, en 2017, il s'est cassé la gueule. Et Bonatti n'était pas mort. C'est-à-dire que Bonatti a vécu plus longtemps que le pilier auquel il avait donné son nom. Et quand vous regardez le trident du Tacu, là, il y avait une voie à l'Épinay qui faisait le tour, là, qui écharpait le truc, qui avait été ouvert en 1919. Elle s'est effondrée en 2018. C'est-à-dire qu'elle a duré 100 ans. Et aujourd'hui, c'est un tas de pierres au pied du truc. C'est-à-dire que... et ça, il y avait une femme que j'adorais, qui était Jacqueline de Romilly, qui était un grand écrivain et une femme sublime, et qui vivait une grande partie de l'année à Aix-en-Provence, au pied de la montagne Sainte-Victoire. Et c'est pareil. Elle disait, moi, je suis là parce que cette forêt dans laquelle était sa maison durera plus longtemps que moi. Et puis cette forêt a brûlé. Et Jacqueline de Romilly a été absolument, vraiment terrassée par cette histoire. C'est-à-dire que tout d'un coup, au fond, on ne peut plus s'appuyer sur rien. Et la montagne ne représente plus cette permanence. Au contraire, elle est même le symbole de cette fragilité. Donc c'est quelque chose de très nouveau et qui nous perturbe tous. Non, après, c'est pas pour ça qu'il faut... Enfin, disons que la question de savoir comment réagir à ça, c'est une autre question. C'est-à-dire que moi, ce que je crains en ce moment, si vous voulez, c'est que face à cette fragilité, on réagisse en désignant de faux coupables. Et les alpinistes peuvent être considérés comme des coupables. Après tout, ils vont abîmer, on peut dire qu'ils abîment la montagne, montant dessus, etc. Peut-être qu'ils abîment la biodiversité en marchant hors des sentiers, etc. Enfin, c'est quand même pas eux les principaux responsables. Moi, j'avais fait un article c'était pour Match, il y a deux ans, justement, il m'avait demandé, et j'étais parti avec Pascal Brun en hélicoptère faire le tour du massif pour faire des photos, etc. J'ai fait un article pour expliquer, montrer la transformation du massif. Et j'ai reçu pas mal de lettres d'engueulade. Pourquoi? Parce que j'avais pris un hélicoptère. Ah oui, vous dénoncez le changement climatique, puis vous prenez un hélicoptère. Ben oui, mais en même temps, l'hélicoptère, de toute façon, si je ne l'avais pas pris, il allait voler. De toute manière, il allait voler. Et c'est pas l'hélicoptère qui est en question. C'est vraiment plutôt, moi, les camions qui passent en bas, ou l'usine de poubelle, ou l'usine de chèques, ça, oui. Mais, vous voyez, alors, j'ai peur que l'alpinisme, on le voit dans certains endroits, il y a de plus en plus de sites qui sont interdits, qui sont réglementés. Bon, et c'est vrai que ce qui se passe en ce moment autour du Mont Blanc, c'est quand même très intéressant parce qu'on voit qu'il y a cette tentation. Et là, on voit bien la différence d'approche entre Chamonix et Saint-Gervais. Hein. Les Chamonix sont plus pour maintenir la liberté de faire que l'alpinisme reste un sport de liberté. Et à Saint-Gervais, on est plus pour réglementer. Alors, il y a de bonnes raisons de faire, surtout sur des voies hyper fréquentées comme ça. Mais, faut faire attention, parce que moi j'ai un souvenir, toujours, quand on parle de ça, c'est en Afrique du Sud. Il y a des années, j'étais allé marcher, c'était pas de l'alpinisme, c'était de la marche, dans les Drakensberg, c'est une montagne en Afrique du Sud. Et, alors, j'étais avec des copains, on marche sur un sentier normal, quoi. Et au bout d'une heure, 2 heures, je sais pas, on va arriver à un ranger qui dit « Bonjour messieurs, est-ce que vous pouvez me montrer vos tickets ?» Alors, on dit « Mais ticket, on marche quoi. » « Ah, mais il faut un ticket. » Alors on dit « Mais on n'a pas vu. » Alors le gars nous le montre en bas, mais genre comme, vous voyez, comme en bas dans Saint-Gervais là-bas. Il dit « Ben vous êtes passé par là. » « Ben oui, ben il y a une guérite là-bas. » Il fallait prendre un ticket.
Alors évidemment, c'était pour notre sécurité, c'était pour notre bien, c'était ce que vous voulez, mais ça veut dire que tout d'un coup, vous vous dites, on change de monde. Le jour où la montagne, il faudra prendre un ticket. Vous voyez, et ça, malgré tout, on dirait, on en est loin, ce que vous voudrez. Sur certaines voies, comme la voie normale du Mont Blanc, c'est un peu ce qui est en jeu. Est-ce qu'il faut un permis de sommet, comme il y en a en Himalaya, par exemple? Est-ce qu'il faudrait un jour un permis de sommet? Est-ce qu'il faut l'obligation d'un guide? Bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, on a la garde blanche, l'obligation d'avoir une réservation au refuge, et ça, c'est normal. Bon, après, la liste, une paire de chaussettes et autres trucs, bon, bah, très bien, pourquoi pas. Mais c'est une pratique, vous voyez, qui, je ne sais pas ce qu'elle donnera. Bon, on est parti loin de l'histoire du roman, mais moi, c'est vrai que ça me préoccupe beaucoup parce que c'est... voilà. Ce qui me préoccupe, si vous voulez, c'est de me dire qu'on a vu tellement de choses changer dans nos courtes vies. Elles sont déjà longues, mais quand même. On a vu tellement de choses changer. C'est-à-dire des choses qu'on n'imaginait pas possibles. Je pense que dans le domaine de la montagne, on n'a pas tout vu et qu'il y a des transformations qui peuvent se faire toujours au nom du bien, toujours pour notre sécurité, toujours au nom de l'écologie, tout ça, mais qui fait que, moi, ou parce que les sources doivent être payées, enfin, toujours de bonnes raisons, mais à la sortie de tout ça, combien de temps pourra-t-on continuer à prendre son sac, ses crampons, son piolet, à partir dans l'Alpe sans rien demander à personne? Combien de temps? J'en sais rien. Sincèrement, j'en sais rien. Je pense que c'est très utile de rappeler que la montagne est un symbole de puissance et de fragilité, mais qu'elle est aussi un enjeu politique et économique, et qu'elle se prête à instrumentalisation dans tous les sens du terme. Et pour en revenir au roman, donc on sait que le roman c'est l'histoire des personnages, c'est une ambiance, c'est un contexte. Et quand on revient aux Flammes de Pierre, c'est un roman de montagne, mais c'est aussi un roman de société, je pense. Parce que, je veux dire, ce roman décrit les derniers avatars d'une société ludique qui est marquée par l'industrialisation de la montagne, par l'hyperconsommation des touristes, du moins de certaines d'entre elles, et puis par la déconnexion du monde réel de tous ces ouvriers de la montagne qui glissent, escaladent, skient et ne sont plus franchement à leur place dès lors qu'ils quittent leur milieu d'origine. Et c'est vraiment l'un des intérêts du roman, c'est de montrer que effectivement il y a des distinctions entre la façon dont on vit à la montagne, la façon dont on vit autre part, et que effectivement il est difficile de trouver sa place là où on est quand on n'est pas issu du milieu où l'on est projeté. C'est pas vraiment une question, je vais juste ajouter quand même cette... comment dire? Oui, cette notion de liberté, je reviens dessus parce que... ce qui n'est pas remis en question, disons, c'est le côté, comme tu appelles, industriel de la montagne. C'est-à-dire qu'effectivement, les stations de ski, etc. Et là, on s'aperçoit que finalement, le risque là est assez accepté. Vous savez que le risque numéro 1 en ski de piste, c'est les collisions. Tous les praticiens dans les hôpitaux vous diront ça, c'est que même si vous skiez très bien, vous pouvez prendre en pleine tronche quelqu'un qui, de façon, pauvre, comme il s'appelle, le pauvre Uliel, là, qui s'est fait tuer comme ça. Donc, ça, c'est pas remis en question. Mais ce qui est périodiquement l'objet de questionnement, voire de révolte, c'est les gens qui partent seuls faire de l'alpinisme. Et ça a toujours été comme ça. Ça a commencé en 1865 avec l'accident du Cervin. La première ascension du Cervin par Whymper, c'était à la fois quelque chose de magnifique, et en même temps c'était un accident tragique, puisque vous savez que les deux cordées qui avaient été réunies par la petite corde de Whymper se sont séparés, qu'il y en a qui se sont retrouvés, y compris Michel Croz qui venait du hameau du Tour, là, qui se sont retrouvés morts. Et depuis cette époque-là, au fond, il y a eu toujours ce questionnement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Pourquoi doit-on payer pour ça? Comment réglementer ça? Et finalement, alors que
bon, c'est pas... Donc je plaide pour ma paroisse, si j'ose dire, mais c'est pas ma paroisse. C'est parce que on est dans une époque où finalement le principe de précaution, tout ça, écrase quand même un peu. Je veux dire, on vient d'être infantilisé pendant 2 ans, lavez-vous les mains, bouchez-vous le nez, dites bonjour à la dame, enfin bref, les trucs du Covid. Pour les gamins, pour les jeunes, etc., ils sont dans des systèmes extrêmement protégés, extrêmement protecteurs, le principe de précaution, le machin, etc. Et moi, je suis convaincu qu'il faut des espaces comme ça, où on peut se mesurer au risque volontairement. Alors je sais que c'est pas la tendance, hein. L'idée c'est plutôt de dire, attention, c'est l'irresponsabilité, c'est la société qui paye, etc. Oui, mais la société, elle payera aussi si on n'a plus de gens qui sont capables de prendre des risques et de les... Il ne s'agit pas d'aller au devant du danger. Moi je pense que l'alpinisme, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le danger. C'était Rébuffat qui disait, d'ailleurs c'est ce qu'il y a sur la fresque là qu'ils ont faite à Chamonix, c'est ce qu'ils ont marqué, ils ont pris une citation de lui qui dit cherchez le risque, mais non pas le danger. Cherchez la difficulté, mais non pas le danger. Cherchez la difficulté. Et cette question, cette possibilité de se dépasser dans quelque chose, tout en maîtrisant le risque, c'est une nécessité. Moi, je suis sûr que si ça n'existe plus, le risque, je sais pas, les jeunes, ils iront le chercher ailleurs, ils iront se trouver la tête avec des cochonneries, ils iront conduire leur moto sur l'autoroute à contresens. Enfin, il y a besoin de se mesurer à ça. Sauf qu'en montagne, on se mesure au risque, et on se mesure au risque en le maîtrisant. C'est pas pareil. Peut-être qu'on peut se déplacer, pas forcément avec tout s'emplacer au Mont Blanc où on habite en face, on voit le soir, c'est un défilé, là, on voit toutes les loupiottes. Est-ce qu'on peut se dépasser sans aller forcément sur le Mont Blanc? Madame, je suis d'accord avec vous. On parlait de la voie normale du Mont Blanc. Je vous disais que, effectivement, il y a quelques problèmes comme ça dans les Alpes. Il y a la voie normale du Mont Blanc, il y a le Hornli au Cervin, etc., qui sont des espèces d'autoroutes, mais qui ne sont pas tellement faites de montagnards, je veux dire. Elles sont faites de gens qui ne feront souvent plus jamais de montagne. Ils veulent faire le Mont Blanc, point barre. Et et en plus, comme ça a la réputation d'être facile, alors que bon, en réalité, ça ne l'est pas. Moi, j'ai un copain comme ça, j'ai 4-5 ans, il me dit, pourtant il est lyonnais et tout, il me dit, on va faire Mont Blanc, machin et tout. Alors, très bien, oui, bon, on va aller dans rendez-vous, hein, bon. Alors, moi, j'attends, on se donne rendez-vous, j'attends à la sortie au train, là, au TMB, à l'embarquement du TMB. Et puis voilà, alors il était en retard, je vois une bagnole qui arrive, qui se gare, et il sort en costard cravate. Et il me dit, j'ai pas le temps de me changer, bon mais c'est pas grave, j'ai des trucs dans la voiture, j'ai des chaussures et tout. Je lui dis, oui, mais si tu veux, on veut l'heure et tout, on va faire quelque chose peut-être de plus facile. Oh, il dit, non, on va faire le Mont Blanc, puis demain, si ça va bien, on fera un truc plus facile. C'est là que je lui dis, mais je lui dis, ouais, enfin, bon, allons-y. Alors, c'était pas très grand, parce que c'était l'heure pour monter en refuge, monter en refuge. Bon, il l'a fait, lui aussi, on l'a emmené en haut, mais il est arrivé en haut, il m'a dit, putain, c'est ça. Il était pourtant un gars costaud. Bon, c'est-à-dire que le Mont Blanc a la réputation d'être facile. Alors, c'est des wagons, voilà, le Grand Paradis, c'est pareil, etc. Mais ça, c'est spécifique à quelques grandes voies. Et le danger, à mon avis, c'est de généraliser, c'est-à-dire que les mesures qui sont prises pour protéger ces voies hyper fréquentées, je suis d'accord avec vous, moi aussi j'habite en face, et ces mesures, on va les généraliser, c'est-à-dire que, parce qu'en France, on aime bien ça. Un préfet parmi nous, je ne vais pas insister, mais c'est la règle. Il faut qu'il y ait une règle. Alors si c'est la règle pour ça, c'est la règle pour tout le monde. Et en fait, c'est pas pareil. C'est pas pareil d'aller, je sais pas moi, faire le peigne, je sais pas quoi, et d'aller faire la voie du Mont Blanc, c'est pas pareil. Mais le problème du couloir du goûter, en fait, c'est sa dangerosité.
Donc c'est un lieu tout à fait spécifique dans le massif du Mont Blanc, qui est connu pour son extrême dangerosité, avec des chutes de pierre continues, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Même le créneau de 8-12 heures qui était conseillé n'a plus de réalité cet été. Donc si vous voulez, le fait d'interdire l'accès ou de déconseiller l'accès du Mont Blanc par l'arrêt des Bosses et donc le couloir du Bouquet, c'est la décision qui a été prise non seulement par la compagnie guide de Saint-Gervais, Valmondois, Saint-Gervais-Contamine, mais aussi par celle de Chamonix. C'est une question de respect de l'autre, parce qu'on ne peut pas, il est quand même légitime d'éviter d'engager des gens où le risque de mort parce qu'un petit caillou comme ça qui part et qui vous fracate le casque et la tête. Donc si vous voulez, c'est pas parce qu'on déconseille l'ascension du Mont Blanc par cette voie que par ailleurs on va interdire toutes les autres voies. Toutes les autres voies dans le massif du Mont Blanc restent libres, totalement libres. Donc moi je ne crois pas à une telle évolution de ce type en France. Ben, j'espère que vous avez raison de ce que je peux dire. Mais évidemment, interdire le... Il ne s'agit pas d'aller envoyer les gens à la mort et traverser le couloir du Bouquet. On sait très bien que c'est à partir du moment où il n'y a plus de neige, où ça ne regèle pas, où il n'y a pas quand même... Parce qu'il y a quand même quelques situations où c'est pas trop dangereux, mais quand c'est comme ça, c'est évident qu'il faut l'interdire. Ça n'a rien à voir. C'est comme de... Enfin, si vous voulez, c'est comme de prendre une mesure ponctuelle sur une route en disant à tel endroit on ferme la route parce qu'il y a un éboulement ou parce que... C'est quelque chose de ponctuel. Ce que je crains, si vous voulez, parce que c'est périodiquement quand même remis en question, c'est la généralisation d'une forme de contrôle global sur cette activité de montagne. Mais bon, j'espère que vous avez raison, vous avez sûrement raison, parce que les optimistes ont toujours raison. Le couloir du Bouquet, il était dangereux il y a 40 ans, 50 ans. Oui, mais pas au Parfois, niveau. il y avait même un câble qui permettait de se... Oui, mais le câble, Il existe. une fausse protection, comme vous savez. Ah oui. Et il a été Toujours juste été aussi grand. dans le Ouais. Ça dépend, il est remet, mais il est emporté par les... Et le câble, c'est pour retrouver le corps, hein, c'est tout. C'est tout ça. Le problème, il est plus général, c'est celui de la banalisation du risque et du danger. On a l'impression que tout est abordable alors que tout est difficile et que pour triompher dans la gloire, eh ben, il faut se colter à cette difficulté à la fois de la montagne, de la mer ou de la vie quotidienne. Oui, mais enfin, là où vous avez raison, c'est que finalement, il n'y a pas une très grande nouveauté, disons, si ce n'est effectivement la transformation des lieux. Mais par exemple, je rebondis sur la photo qu'on a mise sur la couverture du livre. L'idée idiote, évidemment, de Sylvain, c'était d'emporter une arbalète en haut de l'arête de l'aiguille de la République. Parce que l'aiguille de la République a été franchie en 1903 par Joseph Simon. Il y a effectivement le dernier ressaut de l'aiguille de la République. Vous savez, l'aiguille de la République, c'est celle qui a été en Charmoz, là-bas, qu'on voit, c'est le doigt comme ça au-dessus de la vallée blanche. Et les derniers 15 mètres, disons, sont très lisses. Aujourd'hui, en fait, ils sont équipés, il y a des spits et tout ce que vous voudrez. Mais Joseph Simon, en 1903, était un chasseur de chamois, donc il avait une arbalète. Il est monté avec son arbalète et il a fait passer le carreau d'arbalète par-dessus le sommet et puis il s'est tiré comme ça au fil et il a pu comme ça franchir. Et on a refait cette voie avec l'arbalète et avec l'arrière-petite-fille de Joseph Simon, Cathy, qui tient la buvette des Motets. Ceux qui connaissent la buvette des Motets, là au-dessus le glacier des Bois, enfin les rochers des Bois, il y a une buvette qu'on peut atteindre à partir de Montanvert. Je vous recommande, c'est très sympa. Et Cathy nous a accompagnés. Donc on avait Cathy, l'arbalète, et Tesson, pour faire les conneries. Et il manquait que Joseph Simon, finalement, avec ses moustaches. Au fond, rien n'avait vraiment changé, c'est-à-dire qu'on était... Et heureusement, il y a encore des choses qui, en montagne, sont éternelles. Jusqu'au jour où l'aiguille de la République
tombera dans la vallée, mais pour l'instant, elle est encore là, donc il faut en profiter. Mais c'est vrai que globalement, ça reste quand même un endroit, et il y a certains endroits du massif où c'est particulièrement vrai, où ces traditions s'accrochent à une permanence des choses. Par exemple, le Cervin, qui est une montagne. Personnellement, j'adore le Cervin, je trouve que c'est une montagne bouleversante, parce que pratiquement partout, vous avez des souvenirs humains, des plaques, qui ne sont pas forcément toujours des plaques liées à des accidents, mais ça peut être les plaques parce qu'un tel a donné telle échelle, ou telle chaîne, ou tel refuge, etc. Il y a un nom pour chaque endroit, le Vallon des Glaçons, tout a un nom. Et ce sont des montagnes sur lesquelles se sont accrochées tellement d'histoires, l'histoire de Carrel, l'Enjambée, sur la voie italienne, etc. Et tout ça fait de ces montagnes des endroits qui sont à la fois humains et un peu éternels. Un peu. Peut-être qu'en effet, ils ne le sont plus autant que jadis, mais quand même, c'est ça qu'on aime. Et pour retrouver Joseph Simon, vous pouvez aller à Saint-Gervais, au restaurant Source, où vous retrouverez les photos d'époque de Joseph Simon et de son arbalète. Donc, voilà. Je vous conseille vraiment sinon d'aller dîner dans ce restaurant, du moins d'aller regarder les photos, parce que c'est vraiment très impressionnant. Et puis, effectivement, vous pouvez retrouver son aventure au premier chapitre des Femmes de Pierre. Mais je voulais aussi poser la question de la relation qu'il peut y avoir entre l'exercice de la médecine et puis la pratique de l'escalade. En quoi le fait d'avoir été médecin et d'avoir été confronté à des situations difficiles, d'avoir été confronté à la mort des autres, en quoi est-ce que cela a contribué à s'engager d'une façon, j'imagine, prudente pour ce qui est de la pratique de l'escalade, et puis d'un engagement actif dans les aventures humanitaires? Ah bah, ça n'a rien à voir. Parce que moi, j'ai choisi la médecine un peu sur un malentendu, parce que j'avais été élevé en grande partie de mon enfance par un grand-père qui était médecin. Donc j'avais sous les yeux cette image de quelqu'un que j'admirais, dont j'ai voulu suivre la carrière, mais c'était un malentendu dans la mesure où, entre mon grand-père et moi, en termes de temps, si je voulais, la médecine, entre-temps, avait complètement changé. C'est-à-dire que la médecine de mon grand-père, c'était vraiment... ça n'existait pas, on peut dire, en termes d'efficacité, de médicaments, d'opérations, etc. Il n'y avait pas grand-chose. Et pourtant, il y avait des médecins. C'est-à-dire que la médecine, c'était autre chose. C'est ce que je dis toujours aux étudiants, quand je fais des rencontres avec des étudiants en médecine, je leur dis, attention, il y avait des médecins avant qu'il y ait la médecine. C'est-à-dire qu'il y avait des médecins avant qu'il y ait la thérapeutique. Parce que la médecine, c'est pas seulement la thérapeutique, c'est aussi c'est le diagnostic, c'est le pronostic surtout. C'est-à-dire, c'est de comprendre ce qui va se passer, de pouvoir accompagner les gens dans les épreuves qu'ils vont subir, etc. C'est ça, la médecine. Et en tout cas, c'était ça que j'espérais, moi. Et puis, effectivement, quand je suis arrivé dans ces études, c'était devenu une science, tant mieux. Hein. Quand je suis malade, je préfère avoir des bons comprimés de machin que mon grand-père qui n'avait rien, quoi, voilà. Mais du coup, j'ai cherché, c'est vrai, à pratiquer ce métier autrement. Et je l'ai donc pratiqué plutôt... donc je l'ai pratiqué dans les hôpitaux, puisque j'ai passé les concours. À l'époque, c'était des concours par ville. Moi, j'étais interne des hôpitaux de Paris. Et, donc j'étais un peu programmé pour être prof de médecine, moi, finalement, au départ. Et puis, j'ai déraillé vers autre chose, vers une pratique qui était sans doute plus conforme à cette idée que j'avais. Donc, effectivement, j'ai rencontré le mouvement humanitaire, Médecins sans frontières, tout ça, au début, quand ça a commencé, quoi. Et j'ai vécu cette aventure d'une façon extraordinaire, parce que ça a été une très grande et très belle aventure, qui est aujourd'hui, là aussi, un peu en crise, mais bon, c'est encore un autre sujet. En ce qui concerne la montagne, moi, j'ai jamais vu un lien très net entre la montagne et la médecine. Moi, je ne sais pas si tu t'en vois, mais moi, je ne vois pas. Je connais les médecins qui font de la montagne. Je connais aussi des malades qui font de la montagne. Mais disons que je ne vois pas un lien direct entre les deux. Je pense qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand on a une formation médicale, c'était mon cas, quoi qu'on fasse,
quoi qu'on fasse, on a un regard sur les choses qui est un regard formé et déformé par ce qu'on a appris en médecine. Parce que ce que la médecine vous apprend, c'est une approche humaine des choses. Toujours. Moi, j'ai eu des fonctions diplomatiques. Quand j'étais ambassadeur de France, dans une grande ambassade avec beaucoup de monde, beaucoup de responsabilités, etc., finalement, ce qui m'intéressait le plus, c'était la dimension humaine de ce métier, c'est-à-dire les affaires consulaires, par exemple. Plus que les grands trucs géopolitiques, savoir si voilà, la Chine allait attaquer, je sais pas quoi, bon, je veux dire, c'est très intéressant tout ça. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était les gens qui avaient perdu leur papier. Et parce que c'est là qu'il y a de l'humanité, c'est là qu'il y a de la vie. Et je pense que les romans, c'est pareil. C'est-à-dire que si un jour j'ai décidé d'écrire des romans, bah, c'était pour partager ça. C'est-à-dire, j'avais commencé par écrire des livres plus sérieux, plus des essais, etc. Mais au fond, quand on écrit des livres un peu techniques, des essais, on ne prêche que des convaincus. Et au fond, on est obligé de se caricaturer soi-même. Ça c'est blanc ou noir, etc. C'est bon ou mauvais. Et en réalité, dans la vie, c'est pas comme ça que ça marche. Et les personnages des romans sont forcément ni bons ni mauvais. Ils sont forcément ambivalents. Ils sont forcément plein de contradictions, etc. Et donc, cette richesse-là, je pense que c'est celle de l'humain et que les médecins font entrer en eux très tôt. Voilà. Donc, le lien, s'il y en a un, il est là. Oui, et ça se ressent dans toutes tes œuvres, hein, ce côté humain et cette recherche de la dignité des personnages qui sont décrits et cette recherche de la sortie par le haut, hein, dans leurs aventures. Ce sont des héros qui sont positifs et on sent finalement que l'auteur essaie de montrer un regard tout à fait humain sur leur façon d'agir les uns avec les autres. Oui, c'est-à-dire que moi quand j'ai commencé à écrire des romans, je me suis dit que j'avais dans la vie tout ce que je voulais en matière de souffrance, la mort, la maladie, tout ça, j'avais eu tout ça avec la médecine, j'avais tout ça dans ma vie réelle. C'était très bien, c'est parfait. Mais que quand j'abordais l'écriture, c'était pour trouver autre chose. C'était pour trouver ce que je n'avais pas dans la vie, justement, c'est-à-dire une forme de... Enfin, je l'avais dans la vie aussi, mais je l'avais en moi, je ne l'avais pas forcément autour de moi. C'est-à-dire pour que ces livres, et j'ai essayé de faire ça pratiquement pour tous mes livres, soient tirés par des personnages qui sont pleins d'une énergie qui leur fait traverser les épreuves. Alors ils peuvent connaître des épreuves, ils peuvent même connaître une épreuve suprême, ils peuvent même mourir, ils peuvent même ils peuvent souffrir beaucoup, mais ils le font toujours avec une sorte d'énergie un peu mozartienne, si vous voulez, qui fait... Moi j'aime cette approche de la vie, c'est-à-dire que je déteste l'approche, je dirais, romantique, où on est accablé par le poids de tout ce qui vous arrive, et tout ce qui vous écrase, etc. Oui, mais ça m'écrase. Alors le héros moderne, n'en parlons pas, le héros contemporain, c'est encore pire. Où tout est moche, tout est désespéré, tout est impossible, etc. Je ne voulais pas de ça. Moi, je voulais me situer bien avant, comme si finalement rien n'avait été écrit. Au fond, parfois, il faut se défaire un peu de tout ce poids de culture, finalement, et revenir à des choses très simples, je veux dire à Alexandre Dumas, et revenir à cette force de vie qui fait que, dans un milieu, quel qu'il soit, alors là c'est la montagne, mais ça peut être, moi je l'ai utilisé pour bien d'autres situations, dans bien d'autres époques, où on a des personnages qui vont vous porter. Voilà. Et moi, je suis le premier à ce qui me donne cette joie. Et, alors moi j'écris à la main. J'ai des manuscrits chez moi, d'ailleurs ils sont tous au chalet là. Il y a de la morora autour et tout parce que c'est... Mais sauf Rouge-Brésil, parce que je l'ai donné à la Bibliothèque nationale. Mais le premier manuscrit, le premier livre que j'ai écrit comme ça s'appelait L'Abyssin, je l'ai donné à taper, à une secrétaire qui avait déjà tapé mes livres techniques, etc. Pour fille, là, emmerdé, machin. Là, je lui ai donné ce livre,
que j'avais écrit en quelques... Ça s'appelait l'Abyssin, que j'avais écrit en quelques jours, enfin, dans une espèce de transe, de bonheur, etc. Et qu'est-ce que j'ai vu? C'est que la fille qui tapait, elle était contente. Et elle me posait des questions, elle me disait, tiens, celui-là, il meurt trop vite, celui-là, machin. Elle était dedans, quoi. Et je me suis dit, mais peut-être, au fond, que moi, cette joie que j'ai eue d'écrire ça, peut-être que ça passe. C'est-à-dire qu'il est possible que peut-être, dans certaines conditions, ça se transmette. Je ne dis pas que c'est un virus, c'est pas la question, mais il y a quelque chose, et c'est la magie de la littérature, c'est que si, effectivement, les conditions sont réunies, si vous êtes en phase avec l'auteur, et si quelque chose qui passe, quoi. Et quand j'avais publié ce premier roman, j'étais revenu en médecine, je travaillais dans un service à l'hôpital Saint-Antoine, je me rappelle, et c'était une surprise parce que bon, le livre est sorti dans la Différence Générale parce que j'étais pas connu, parce que gros livre comme ça, premier roman, etc., les journalistes s'en foutent. Par contre, il y a eu un engouement du public avec un bouche à oreille, c'est ce qui fait le succès des livres, c'est ça, c'est tiens, tu devrais lire ça et tout. Et même les malades, quand je faisais la visite avec les internes, les externes, top, puis je faisais sortir tout le monde, je disais bon, ces malades vous retiennent toujours, comme le dernier qui, vous savez, j'ai quelque chose à vous dire, docteur, machin, on sort. Puis là, ils ouvraient la table de nuit. Et moi, je leur avais fait une ordonnance, mais ils voulaient une dédicace aussi. Et c'était un truc, et je me disais, mais c'est quelle merveille, ça veut dire que voilà, quelque chose passe, quoi. Et puis parfois, il me disait, ça nous a fait du bien. Et je me disais, mais au fond, je fais peut-être le même métier, au fond, je me fais du bien, je leur fais du bien, et quelque part, on est dans une forme de bonheur. En tout cas, je préfère ça plutôt que quand on me dit, voilà, votre livre, voilà, fait que j'étais par la fenêtre après l'avoir lu, bon, ça me plaît moins, si vous voulez. Et c'est vrai que quand je me rends compte que quelque chose de cette nature s'est passé avec les lecteurs, je suis très très heureux. Et voilà, peut-être que c'est la médecine aussi. Je pense que là, tous nos amis sont convaincus, et c'est important, cette transmission du bonheur, et cette transmission aussi de messages de paix, et de messages de bien, parce que il y a toujours un message, enfin, dans les romans et même dans les essais, parce que c'est des messages d'espoir, des messages aussi qui sont toujours très en faveur du rôle des femmes aussi dans les romans, que ce soit dans Le Tour du Monde du Roi Zibouine, ou que ce soit dans celui-ci, parce que au début, la jeune femme qui est cadre dans une banque parisienne, à la fin du livre, finalement, elle devient la guide de son guide. Oui, cette idée de bonheur, je sais que, si vous voulez, dans la littérature, ça ne se fait pas. Voilà. Quand j'ai intitulé ce gros pavé, là, on a repris 4 de mes romans, plus des tas d'autres choses en plus dedans, ils m'ont dit on va mettre un titre, là, et à la découverte du monde, je sais pas quoi, un peu chiant. Et non, on va mettre Aventure heureuse. Oh, aventure heureuse, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je me suis dit, mais au fond, c'est idiot, mais j'y tiens parce que il y a les deux dimensions auxquelles je tiens. C'est des aventures, c'est-à-dire qu'il y a des choses tragiques qui sont, pour la plupart, empruntées, toutes empruntées à l'histoire, et à l'histoire vraiment authentique, si vous voulez, avec des choses plus ou moins dures, mais l'épisode de colonisation du Brésil par les Français, ça a été quand même un moment très dur, qui était au fond la répétition des guerres de religion là-bas, etc. Donc ça peut être des aventures, il y a son poids de douleur et d'épreuves, mais heureuse parce qu'il y a toujours, toujours dedans cette manière de les aborder qui vous donne ce plaisir. Et donc voilà. Quant aux messages, bon, moi je me méfie beaucoup des messages dans les livres, hein, dans les romans, parce que je suis venu avec ma moto là, et une comparaison qui n'est pas très littéraire, mais enfin qui dit ce qu'elle veut dire. Je trouve que pour les romans, si vous voulez, c'est comme les motos, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre trop de choses dans les sacoches. Il faut avoir un moteur suffisamment gros, un moteur romanesque, quand vous appuyez dessus, ça avance. Si vous avez un petit moteur et puis beaucoup de choses dans les sacoches, c'est-à-dire un grand message délivré à l'humanité, le truc n'avance pas, quoi. Vous ne montez pas jusqu'ici.
C'était De Gaulle qui disait d'Olivier Guichard, c'est un... Vous vous souvenez d'Olivier Guichard, le grand, il disait c'est une forteresse volante avec un moteur de Vespa. Et c'était pas gentil, mais c'est vrai que si un roman ressemble à ça, c'est-à-dire que si c'est vraiment chargé comme un tracteur et que vous n'avez pas... Ce qui est très très important, c'est le moteur romanesque. Il faut vraiment travailler ça, il faut vraiment que moi je fais partie des écrivains qui aiment bien parler de technique. C'est pour ça que je suis copain avec des gens comme Pierre Lemaitre ou autres, parce qu'on aime parler de technique, ou Pénac, ou ça. Il y a beaucoup d'écrivains qui ne veulent pas parler de technique, qui considèrent qu'ils sont irradiés directement par une espèce de douche qui arrive du ciel et qui leur fait écrire ce qu'ils ont à écrire. Moi je trouve qu'il faut... La technique c'est très important, et cette notion cette notion justement d'équilibre entre ce qu'on met en termes de cette notion de message, il faut vraiment qu'elle soit très très en tout cas très en proportion du moteur romanesque. Le moteur romanesque c'est vraiment essentiel. Et puis, dans le moteur romanesque, il y a aussi la science de l'observation, et c'est très bien décrit dans la conférence au Collège de France avec Antoine Compagnon, où justement le fait d'avoir appris à observer, à écouter, nourrit finalement, sinon l'imaginaire, du moins non pas la technique, mais la trame romanesque. C'est-à-dire que c'est des arts du regard, finalement. La médecine et la littérature sont des arts du regard. Parce qu'il me frappe d'ailleurs avec les jeunes médecins, enfin les jeunes étudiants en médecine, comme ils ont recours beaucoup plus facilement que nous autrefois dans les examens complémentaires, les scanners, les machins comme ça, les IRM et autres, on examine moins les malades. Et alors c'est pas une règle générale, mais il faut vraiment leur rappeler ça. Le malade, ça se déshabille, ça se regarde. Première chose, ça se regarde. Et il y a des tas de diagnostics qu'on peut faire comme ça. Je dirais malheureusement, parce qu'en effet, même quand on ne demande rien, en marchant dans la rue, on voit des choses. Et on les voit, et ça c'est l'essence même de la médecine, c'est de voir des choses qui ne sont pas encore là, et qui existent déjà. Et cet art du regard, on le partage finalement avec l'écrivain. Sauf que ce sont des processus différents, et peut-être même opposés. C'est-à-dire que l'art du regard du médecin, c'est un art qui simplifie. Les gens viennent vous voir, ils vous racontent, ils vous disent voilà, bonjour, hier il y avait un peu de vent, il faisait pas beau, j'ai promené mon chien, vous savez, c'est un épagnol breton, il est bien fatigué d'ailleurs, on est descendu chez le boucher, puis là je marchais contre le vent, puis là j'ai eu une douleur un peu dans la poitrine, et puis j'ai pris des côtelettes, vous savez, les côtelettes, j'aime beaucoup les côtelettes, et puis après je suis remonté, j'ai demandé au chien, puis j'avais pas mal aussi dans le bras, etc. Puis là, bon, alors vous, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez tout ça, le chien, poubelle, le boucher, les côtelettes, poubelle, vous gardez la douleur dans la poitrine, l'irradiation dans le bras, le fait que ça soit aggravé à l'effort, etc. Voilà. Et le reste, vraiment, on s'en fout, c'est-à-dire qu'on le jette. Et le romancier fait le contraire, c'est-à-dire qu'il prend tout ça au contraire. Il prend les côtelettes, il prend le boucher, il prend les pagnoles, il prend tout ça, et il ne donne pas le diagnostic. C'est au lecteur de le faire. Parce que si vous écrivez Madame Bovary est une hystérique, c'est pas la peine de faire 500 pages. Vous comprenez, voilà. Il faut dire tout ça et que ce soit le lecteur qui fasse le diagnostic, si je puis dire. La médecine est une technique et une relation, mais l'escalade également. C'est à la fois une technique qui doit être maîtrisée, et puis c'est aussi une relation privilégiée avec le rocher, ou avec la foi, et avec ses compagnons de cordée. Oui, bon, on les fatigue là, les pauvres. Alors un dernier point c'est celui du dessin. Il y a dans ce remarquable ouvrage un certain nombre de dessins de voyage, des croquis de voyage, des aquarelles, etc. Donc il y a quand une grande exposition de ces œuvres? Non, mais je publie au mois de novembre un carnet de voyage que j'ai fait en Amazonie. En fait, il y a 2 ans, j'avais fait la descente de l'Amazone depuis la frontière colombienne jusqu'à la mer pour faire des dessins. C'est idiot, comme ça. Bon,
c'était aussi pour voir une copine au Brésil. Enfin bref, il y avait, j'ai eu l'occasion, je suis allé voir des amis, tout ça, puis je suis monté voir. Et j'ai descendu sur ces bateaux autobus, qui sont des bateaux qui sillonnent l'Amazone. Ce sont des bateaux où il y a rien dedans, il y a juste des crochets. Et vous arrivez avec votre hamac, et vous mettez votre hamac, et au bout de chaque escale, vous avez 400, 500 personnes comme ça, accrochées sur le hamac, et ça dure pendant des jours et des jours. On voit défiler l'Amazone. Et oui, moi j'aime bien dessiner. En fait, toujours un visuel, pas du tout musicien. Je suis pas du tout musicien, j'écoute pas de musique, je m'en fous complètement. Ce qui compte, c'est vraiment la vue, quoi. Et donc, ça va assez bien finalement avec la conception que j'ai du roman. J'ai toujours privilégié ça. Et il y a 2 ans, 3 ans, j'avais présidé le festival du carnet de voyage à Clermont-Ferrand. Il y a un festival qui dure depuis 20 ans, qui est un festival formidable d'ailleurs. Et les carnétistes sont des gens qui maintenant ont constitué un art pratiquement à part entière, quoi. Des gens qui ne font que ça. Il y a eu les Titouan à la Mazou, vous vous rappelez. Mais il y a beaucoup de gens qui pratiquent le carnet de voyage. Et donc là, ils m'avaient demandé si j'en faisais. J'avais dit oui. Ils avaient exposé mes croûtes là. Et puis du coup, ça m'avait donné envie d'en faire plus. Et du coup, j'ai publié ça. Enfin, je vais publier ça. Voilà. Enfin, c'est tout à fait anecdotique et ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Tu dis que tu n'aimes pas la musique, mais Aurel, le consul, joue du piano, très bien. Il y a souvent de la musique dans les livres, donc il y a quand même un accompagnement, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, j'imagine. Non, c'est pas tellement ça, c'est que, au fond, quand on a la chance, comme c'est mon cas maintenant depuis 25 ans, de vivre en écrivant et donc de vivre de ses rêves, finalement. C'est ce que disait Bernanos. Bernanos disait, quand j'étais enfant, on me disait, il faut que tu apprennes ci, il faut que tu fasses ça, etc. Il faut que tu sois sérieux. Puis finalement, il disait, je vis de mes rêves. Et ça, c'est merveilleux. Quand on écrit et qu'on vit de ses rêves, autant se rattraper des choses qu'on n'a pas dans la vraie vie. Alors, quand je crée un personnage, j'aime bien lui donner des qualités que je n'ai pas. Et par exemple, boire du vin blanc. Vous voyez, ça, non, ça, j'ai un peu... Mais non, mais la musique, les plantes, je me rappelle le premier personnage que j'ai vraiment créé comme ça, justement, dans l'Abyssin, c'était un botaniste du Caire, qui est un personnage d'ailleurs réel, hein, qui était une sorte de charlatan, mais voilà, et qui était très très doué pour faire pousser des plantes, ce que je ne suis pas du tout, et voilà. Donc je trouve agréable d'avoir des personnages qui au fond vous apportent ce que vous n'avez pas. Et la musique, évidemment, en fait partie. Aurel, pour moi, c'est un peu une petite plaisanterie, mais c'est une plaisanterie qui a mal tourné, parce qu'il y en a 5 maintenant. Et au départ, je l'avais fait vraiment pour m'amuser, parce que je trouvais que c'était une manière de me cacher un peu pour raconter mes histoires d'ambassadeur, finalement, sans avoir le Quai d'Orsay sur le dos. Et puis finalement... donc je l'avais un peu caricaturé, enfin je ne l'avais pas vraiment caricaturé parce que pour tout vous dire c'était un de mes collaborateurs. J'avais un de mes collaborateurs qui était comme ça, quand j'ai pris mes fonctions, mon prédécesseur m'a dit tout le monde dans l'ambassade, 300 personnes, tous formidables, il n'y en a qu'un. Et alors il m'a décrit ce personnage et il m'a dit il n'y a pas moyen quoi, et surtout n'essaye pas parce que si tu lui donnes un dossier, il ne va pas refuser, mais il va le planter, il va faire une catastrophe, ça va te retomber dessus, ça va être une catastrophe. Mais par contre, il joue très bien du piano. Et si tu veux, tu fais des soirées à la résidence, il y a un piano à la résidence, tu lui demandes de jouer, tu vas voir, c'est pas mal. Et donc, je l'ai invité. Il n'était pas consul d'ailleurs, hein, il avait occupé d'autres fonctions. Et en effet, il jouait très très bien. Et comme il avait joué dans des bars, dans des bistrots partout, etc. On pouvait lui demander n'importe quelle air, il le jouait comme ça, voilà, jusqu'à une certaine heure parce qu'il buvait en même temps, et donc après il fallait, avec 4 personnes, le soulever, aller le mettre au lit parce que ça se terminait mal. Donc j'avais ce personnage sous les yeux, quoi. Et je me disais qu'il était bien pour pouvoir servir comme ça d'intermédiaire, pour raconter des histoires
comme ça consulaire, parce que la fonction consulaire, vous savez, c'est une fonction extrêmement riche, c'est pas une fonction d'enquêteur, c'est pas un policier, on peut en parler, il n'a pas les pouvoirs d'un policier, mais il a quand même un certain nombre de pouvoirs administratifs, il peut consulter des dossiers, il peut interroger des gens, enfin, les autorités en France, etc. Et donc il est à la fois bien placé et en même temps libre. Voilà. Donc j'ai commencé avec ça, et puis maintenant, c'est devenu, il y en a 5, il a été acheté, en tout cas pour l'instant c'est en option, mais c'est en train de se faire pour une adaptation de cinéma, machin, etc. Et donc je suis un peu enfermé dans Aurel. Et ça m'a rappelé les conversations que j'avais avec Gérard de Villiers, l'auteur de SAS, vous savez. Et Villiers, je l'ai connu, je le connaissais depuis très longtemps. Et je me rappelle, j'avais eu le Goncourt, un jour, il vient me voir, il me dit, écoute, je voudrais que tu me remplaces et que tu fasses les SAS à ma place. Je dis, Gérard, je peux pas, je viens d'avoir le Goncourt, ça se fait pas. Je veux dire, encore l'histoire de base, ça ira, mais quand il y aura la première scène de torture, je vais être mal à l'aise, et puis quand il va sauter sur laquelle c'est fait. C'est Gérard de Villiers qui revient. Bref, et il m'avait dit c'est dommage parce qu'il m'avait dit vraiment c'est passionnant d'avoir un héros récurrent. Et il a même eu cette formule, il m'avait dit ça fait 30 ans que je récure et je trouve ça formidable. Et il disait, je suis enchaîné dans une mine d'or. Et en effet, ça marchait très bien. Mais je comprends ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il y a un moment où quand vous avez un personnage comme ça récurrent, il s'impose à vous et il ne faut pas non plus qu'il vous cannibalise entièrement. Et je sais que moi j'aimerais bien rester quand même dans des projets, sur des projets qui soient un petit peu plus sérieux, si j'ose dire. Et Aurel, là, je pense que je vais le calmer un petit peu là. En tout cas, il donne du plaisir à beaucoup de lecteurs. Et avant de passer à une réalité qui est le prochain festival des musicales d'Assy, et avant de donner la parole à Daniel Lusati, peut-être que vous auriez des questions à poser à Simone. Oui, voilà, moi je reviens sur le livre de montagne, Les Flammes de Pierre. Votre premier livre de montagne. D'abord, je trouve qu'il est très bien parce qu'il se passe ici. Il se passe ici, Crosse-Golais, c'est une petite montagne, Mégève, il y a Sancelmo qui s'appelle pas comme ça. Hein, c'est vraiment autour de chez nous. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est pas Chamonix, 4000 mètres et tout ça. Ça, je trouve ça vraiment sympa. C'est un peu comme le livre qu'a écrit Delphine Chatrion, qui a écrit un livre qui s'appelle Lunaire. Et là, je vois que je suis parce que ça se passe vraiment à Tahiti, au plateau, et quand on circule dans ces livres, et ben, on s'y retrouve un peu. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. J'ai été frappée d'une chose, je vais le faire assez vite. Votre Laure, elle a un accident très grave. Et elle pense qu'elle ne va pas trop pouvoir remarcher et on lui dit qu'elle ne va pas pouvoir refaire ce qu'elle faisait avant sur le plan du sport. Et c'est là où elle va à Sancelmoz et que, enfin qui ne s'appelle pas Sancelmoz dans le livre, mais qui est Sancelmoz. Et qu'elle retrouve son guide. Et ça m'a fait penser à Sylvia Samichia qui était à votre place l'année dernière et qui est une fille qui était extrême, je ne sais pas si vous la connaissez. C'était une fille qui était extrêmement sportive, je ne sais pas si elle n'était pas aspirant guide ou un truc comme ça. Elle a eu un terrible accident de moto, alors attention en redescendant. Elle est passée sous un camion et elle a été décrétée comme morte par le SAMU, c'est ce qu'on a dit à son mari. Donc elle est allée à Annecy où finalement elle n'était pas complètement morte. Et elle est restée dans le coma je ne sais combien de temps. Elle était paraplégique, elle avait un bras sectionné. Et quand elle s'est réveillée, elle a dit une chose, je ferai le Mont Blanc. Et tout le monde autour d'elle s'est dit, elle est complètement, ça va pas, délire. Ils ont prévenu sa famille en disant, il faut essayer de lui faire comprendre et tout. Et elle était restée là-dedans. Elle est allée 2 ans et demi à Sancelmoz et elle a refait le Mont Blanc. Voilà. Sylvia Samichia, son livre est chez Guérin et ça s'appelle
C'est passionnant. Sylvia Samichia, elle habite à côté, elle habite à Saint-Sigismond. Là. Ça s'appelle Impatiente. Impatiente. C'est chez Guérin. C'est un livre formidable. Nous en parlions l'année dernière avec son bras. Et bon, elle a eu des tas de prothèses qui n'allaient pas. Et donc, c'est des gens qui lui font une prothèse sur mesure. Elle refait des cascades de glace, elle fait des Via Ferrata, elle a refait le Mont Blanc. C'est incroyable. Essentiellement, c'est un endroit. Essentiellement, c'est un endroit étonnant parce qu'il y a vraiment des gens là-dedans. Moi, j'ai eu des amis qui ont fait des séjours assez longs et tout ça que je suis allé voir. C'est vrai que j'ai appris à connaître un peu ce monde. C'est terrible parce qu'il y a ceux qui, effectivement, parviennent à se remettre debout et puis il y a ceux aussi qui n'en arrivent pas, qui voudraient qu'ils n'en arrivent pas. Et quand on se réveille, alors, petite anecdote, mais c'est un peu. Quand Sylvain a eu son accident, Sylvain Tesson, ici, il a été emmené aussi à Annecy. Et il a été en coma pendant plusieurs semaines. Moi, j'étais là souvent, et j'étais là le jour où ils l'ont réveillé. C'était un coma thérapeutique. Et lui, c'était un petit peu différent sa réaction, parce qu'il était attaché et tout. Et son premier mot, ça a été « Où est-ce que je suis ?» Alors, on lui dit « Annecy ». Et il a dit « Venez, on va boire un coup au bord du lac. » Alors là, ils m'ont rendormi. Ils ont dit « Il n'est pas guéri ». Et donc, vous voyez, tout le monde ne cherche pas l'exploit. Il y a quand même certainement un côté magique dans la montagne qui fait qu'effectivement, il y a besoin d'ensuite rebondir et de repartir. Peut-être. François. Oui, moi je voudrais juste dire que quand Jean-Christophe dit que c'est son premier livre de montagne, je m'inscris en faux. L'un de tes meilleurs livres, je ne les ai pas tous lus mais presque, c'est Checkpoint. Et que Checkpoint, ça se passe en Bosnie en hiver. Alors il n'y a pas d'alpinistes, il y a des camions, il y a de la neige, il y a des gens qui vivent dans la montagne. Alors c'est de la moyenne montagne, c'est les Bauges quoi, hein, par ici. Alors il y a l'histoire de Checkpoint, mais il y a la manière dont chacun des personnages, à la place où il est, fait avec cette réalité de la montagne en hiver. Et c'est donc ton deuxième livre de montagne. Merci, c'est vrai, tu as fait raison. Non, c'est vrai que quand je te parle de livre de montagne, je pense toujours à l'alpinisme, mais c'est vrai que c'est un livre de montagne. Mais, ça m'avait frappé d'ailleurs pendant la guerre en Bosnie, parce qu'en réalité, Checkpoint, c'est un livre que j'ai écrit à partir des souvenirs que j'avais de cette guerre, parce que j'étais allé beaucoup, j'ai passé des semaines, des mois là-bas. Et effectivement, c'était ce côté montagne. Sarajevo, c'est une ville de montagne, et c'est étonnant. Hein. Et ça, c'est vrai que même, à la limite, si tu veux aller par là, la Vissa, c'est l'Éthiopie. Moi, j'ai toujours été attiré par le peuple de montagne, le paysage de montagne, il y a quelque chose comme ça qui est très fort. Mais bon, moi, je fais une différence entre, disons, le cadre et puis l'activité. Et là, le sujet, c'était vraiment l'alpinisme. L'alpinisme n'est pas la randonnée. Non, mais j'ai rien contre la randonnée, hein, c'était pas la question, mais simplement, il y a des problématiques spécifiques à l'alpinisme. Tout ce que tu mentionnais tout à l'heure sur la sensualité du rocher, sur le fait de toucher ce contact très particulier, parce qu'en randonnée, on touche avec les pieds, si je veux dire. Mais l'escalade, c'est vraiment... et c'est vrai qu'il y a ce goût des montagnes qui est différent, selon que c'est du calcaire, du gneiss, du granit, etc. C'est pas la même chose. Et ça, c'est des choses qui sont très difficiles à traduire et que peut-être le roman peut permettre d'approcher un peu. C'est très difficile d'expliquer aux gens qu'une paroi calcaire, c'est pas une paroi, c'est pas une paroi de schiste, c'est pas une paroi de grès, c'est pas la dolomie, c'est pas que tout ça, c'est un rapport sensuel avec cette matière. C'est difficile à expliquer. Le roman permet peut-être de le faire. Même chose pour la vigne, hein, en fonction du sol, qu'il soit calcaire ou argileux, c'est pas le même droit. Michel, et après Simone. Oui, moi j'apprécie beaucoup votre œuvre, même si je n'ai pas lu tous les livres, mais je voudrais connaître quel est votre rapport à l'écriture. Parce que par moments, on a l'impression que les personnages, vous ne les avez pas inventés au départ, mais que l'écriture fait que le personnage vous échappe, vous emporte. Et c'est en cela que je suis vraiment très intéressé par vos bouquins. C'est un univers qui apparaît et il se construit, c'est vous qui le construisez. Enfin, le sentiment que j'ai l'impression qu'il vous échappe, que vous le construisez au fur et à mesure de l'écriture, que vous nous l'offrez, puis nous on fait comme tout lecteur, on fait une partie du chemin vers vous, et puis on invente un univers, on est assez proche de l'univers poétique.
ce qu'on appelle la poienne, hein, la création. Est-ce que vous avez une vraie réflexion sur votre écriture ou bien... Oui, mais si vous voulez, je crois, enfin, je parle sous le contrôle de mes confrères écrivains, on a chacun un rapport différent avec ça, mais vous savez, Simenon, par exemple, que j'aime bien beaucoup, Simenon, avant d'écrire un livre, il avait ce qu'il appelait l'enveloppe jaune, sur laquelle il mettait quelques noms comme ça, et qui caractérisaient les personnages. Parce que finalement, un livre, c'est des personnages. Il n'y a pas de... Alors pour moi, c'est pour ça que le nouveau roman c'est fini un peu en autre boudin, c'est parce que ça a été une révolution formelle, mais ça ne mène pas à grand chose, parce que s'il n'y a plus de personnages, vous n'avez plus de roman. Donc, justement, ces personnages, comme vous le dites, à un moment donné, vous les caractérisez, mais ensuite, ils vont avoir leur vie dans le livre. C'est-à-dire qu'il va leur arriver un certain nombre de choses, ils vont réagir, et ils vont se révéler peut-être au-delà de ce que vous auriez pu dire pour les caractériser au départ. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un phénomène un peu dialectique où vous leur donnez, mais ils vous donnent, et ils finissent par prendre vie, ou pas. Parce que s'ils ne prennent pas vie, le roman, il est mort. Et ça, c'est aussi ce qui fait que... moi, j'écris très vite, hein, toujours très très vite, mais quelques jours. Je suis concentré, je me mets là, ou je me mets à Bourges dans l'appartement que j'ai là-bas, et puis, une fois que je suis dedans, je reste dedans, parce que je vis avec eux. Et je vis avec eux. Si je m'arrête, c'est foutu, parce que si je vais aller quelque part, c'est pas possible. Il faut vraiment que je sois complètement dedans. Et je pense qu'une des raisons, c'est justement pour qu'ils puissent prendre leur ampleur et en fait prendre les commandes un petit peu. Ce qui ne veut pas dire que ça devient du bon Dieu, hein. C'est pas ça. Ça reste quand même de la technique, on reste là pour maîtriser le show, mais le personnage vit sa vie. Et parfois refuse certaines choses que vous voulez lui faire faire. Ça ne correspond pas. C'est Patrick Rambaud qui, vous savez, qui avait eu mon cours pour un livre qui s'appelait La Bataille. Il avait fait une suite à La Bataille. Puis quand il raconte, il dit, j'avais fait une suite, il y avait un personnage que j'aimais beaucoup, je voulais le réutiliser, mais cet imbécile est tombé de cheval et il s'est tué. Et c'est assez caractéristique d'une chose qui peut en effet arriver, c'est-à-dire que le personnage qui au fond ne veut pas faire ce que vous voulez faire de lui. Oui, mais pour moi, pour Flamme de Pierre, je trouve que l'héroïne de ce roman, c'est la montagne, parce que les pages sur la montagne sont magnifiques, vraiment magnifiques. Merci Simon. J'ai votre bénédiction, vous savez que ça me permet de dire. Je n'ai jamais béni personne. Bénédiction et quelques œuvres de Plantin. Ça va mieux? D'autres questions? Oui? Moi j'aurais une question d'ordre plus général, peut-être un peu philosophique. Vous dites, dit tout à l'heure que les gens, il y a un appel de la montagne, mais que cet appel était lié à un aspect éternel de la montagne qui existait, mais qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui n'est pas aussi éternel que ça. Est-ce que ce ne serait pas un rapport avec un côté esthétique, et l'homme et l'esthétique qui donne, qui attire, quoi. Voilà, donc c'était le point de vue que vous avez, le rapport de l'homme et la montagne à travers l'esthétique et éventuellement une transcendance. Oui, mais alors, si vous voulez, par exemple, si vous prenez l'évolution de l'alpinisme, ce que vous dites expliquerait les débuts. Par exemple, Ruskin, etc., qui se met au pied du Mont Blanc, qui regarde les peintres, etc. Bon. Mais, parce que pour l'esthétique, je veux dire, ça suffit. Mais c'est vrai qu'on peut faire des choses formidables. Il y a des grands peintres de montagne ici, en particulier, hein, tout ça qui... bon, vous pouvez la regarder, mais allez dedans. C'est autre chose. C'est autre chose. Il n'y a plus seulement l'esthétique, il y a un engagement total. C'est votre vie. Et donc je suis d'accord avec vous que cette dimension esthétique doit vous attirer. Mais après, ça va au-delà. On se fait un peu dévorer par le sujet. Parce que, vous voyez, c'est comme si vous disiez que vous voulez peindre
des villages en Italie, parce que vous trouvez ça très beau, qu'il y a des villas florentines, etc. Puis une autre chose, c'est d'acheter la villa et de vivre dedans. Si vous voyez, c'est une autre dimension. Et je pense que voilà, et ça, enfin, c'est une des dimensions. Mais c'est ce que j'essaie d'expliquer au début, c'est qu'il y a plein de dimensions qui font qu'on est attiré par le monde. Il n'y en a pas une. Alors, ce que vous dites, c'en est une, et c'est pas la seule. Et ça peut être une à un moment donné. Vous pouvez, à un moment donné de votre vie, être très sensible à cette esthétique, puis à un certain moment, pas du tout. Et vous allez en montagne pour de toutes autres raisons. Pour des raisons sportives, pour des raisons de dépassement, pour des raisons de désespoir, parfois. Moi, j'ai connu, ça aussi, le privilège un peu du temps, j'ai eu des amis qui ne sont pas revenus de la montagne, qui sont morts en montagne. Et alors, il y en a pour lesquels c'était des accidents, on peut dire, imprévisibles, mais il y en a d'autres, on se dit, chercher la mort, en fait. Et il l'a trouvé comme ça, vous voyez. Et c'était pas l'esthétique, c'était autre chose, c'était... Donc, vous voyez, voilà, il y a cette diversité qui fait que, bien sûr, ce que vous dites est vrai, mais ça n'est pas la seule chose. À chacun sa montagne. De ses propres désirs, et de ses propres plaisirs, et de ses propres tourments aussi. Mais avant peut-être de conclure, peut-être que Daniel Lusati pourrait venir nous parler des musiques Bassi, mais peut-être que vous avez une question à poser encore. Hein, voilà. Donc toutes les semaines, là, on essaie de donner la parole à un animateur d'une association qui organise une activité culturelle sur la commune. Alors parler après Christophe. Ça marche. Alors parler après Christophe qui n'aime pas la musique, et c'est comme dire qu'il va parler du cannibalisme. Mais c'est vrai que j'en ai ri. Et donc, je viens pour vous parler du Festival des musicales d'Assy. Alors, vous avez le programme qui est là. J'en ai déposé une quarantaine, une trentaine d'exemplaires là-bas. Vous pouvez vous servir. Alors, le musical d'Assy, c'est un festival de musique, ce n'est pas le baroque, puisque c'est issu de l'église Notre-Dame de Toute-Grâce. Notre-Dame de Toute-Grâce qui, vous la connaissez tous, a des œuvres qui sont inscrites dans ses murs et non pas suspendues à des cimetières. Et ce qui fait toute la différence. Et Notre-Dame de Toute-Grâce a un message explicite et un message implicite. Le message implicite, c'est que ça a été construit pour des malades qui mouraient de la tuberculose. Le message implicite, c'est que il y a certains moments dans la vie où il ne reste plus grand-chose, sinon l'art, si but se forme. C'est la raison pour laquelle on a toute une dimension implicite du festival, qui s'appelle la dimension solidaire. Je ne développerai pas ici. Et le message explicite, c'est que... le message explicite, qui est le message d'Assy, le message du père couturier, c'est que les artistes vivants, c'est ce qui compte davantage que les artistes baptisés. C'est très simple, on peut la réfléchir, la prendre dans un sens, la prendre dans un autre. Et donc les musicales d'Assy, c'est consacré non pas à la musique de Bach et à la musique de la période baroque, c'est consacré à la musique du 19e et du 20e siècle, jusqu'à la musique contemporaine. Vous avez Schumann, Tchaïkovski, Shostakovich, Brahms, et vous avez des compositeurs actuels. Et ce festival, vous pouvez aller à la crèmerie. À l'intérieur de la crèmerie, si vous pénétrez, il y a un petit cinéma, on peut voir à 4-5, et là vous verrez le petit film en question. Et le festival est traversé par un concours tout à fait particulier, un concours de quatuor. Et la directrice artistique du festival que je représente ici, Hippolyte Claus, elle a voulu que lancer ce concours. Il y a eu 380 réponses. On pensait à une cinquantaine au maximum, issus de 57 pays. Il a fallu tous les jouer, pas les écouter, les jouer. Et de la musique contemporaine, cher Christophe Ruffin, à déchiffrer, c'est quelque chose.
Et donc, heureusement, ils savent lire la musique sans nécessairement prendre des instruments, mais quand même. Il y a 3 lauréats. Un Américain, un Coréen et un Australien. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques pas seulement parce qu'ils sont beaux, ils sont magnifiques par ce qu'ils disent, de leur art. Allez voir avec les bruits. L'écriture contemporaine, ça existe, la musique contemporaine, ça existe également, avec des gens qui font. Alors, on s'est arrangé pour ne pas faire en sorte que les concerts soient que de la musique contemporaine, parce que parfois, ça peut agresser les oreilles. On n'a pas l'habitude, on ne connaît pas. Donc c'est des petites choses. Et il y aura un prix du public de cette chose-là. Mais c'est pour dire que les musicales d'Assy sont issus profondément du message d'Assy percuturé. Et je vous dis ça en toute simplicité, parce que c'est finalement ce qui compte, essentiellement. Merci. Non, je vais rajouter quelque chose. C'est depuis le début, Pauline Claus, qui est la directrice artistique, a souhaité partager la musique avec les patients, en particulier les pratiquants pour commencer. Et ils sont donc venus jouer gratuitement pour les patients. Et maintenant, ils sont dans beaucoup de maisons. Rakutan est descendu à Talanche, mais ils continuent à venir. Ils font des concerts, ils vont dans les étages pour jouer pour les patients qui ne se déplacent pas. Ils vont dans les EHPAD et tous les ans, ils font un concert d'après-midi gratuit. Jean-Christophe Folfin est déjà venu avec Sylvain Tesson l'après-midi à Notre-Dame de Toute-Grâce il y a 2-3 ans. Voilà, mais ça c'est ouvert à tout le monde et les gens des EHPAD qui peuvent se déplacer, qui ont des stickers pour amener les gens, et ben ils viennent à ce concert de l'après-midi. Je trouve que c'est extrêmement formidable d'avoir fait ça. C'est vraiment pour moi qui me suis battu tout le temps pour la culture à l'hôpital, c'est formidable. C'est le concert à Notre-Dame de Toute-Grâce il y a 3 ans, avant la pandémie donc. C'était un concert qui nous a laissé à tous un souvenir assez particulier. Je vous raconte parce que ça le mérite. Il y avait des personnes qui étaient donc accompagnées par leur structure, des résidents si vous voulez, et il y avait une quarantaine à peu près, il y avait un groupe des FJEP. FJEP, c'est en gros des gamins d'ici, qui ne peuvent pas partir en vacances, sans travailler. Et donc des gamins de 8-10 ans à peu près, pareil, une quarantaine. Et on leur a fait Schubert d'un côté et Krum de l'autre. Krum, vous connaissez? Seigneur, qu'un inculte. Et Krum, c'est on joue du glace harmonica. Vous connaissez? Seigneur. Et le glace harmonica, eh bien, c'est le seul instrument que vous apprécierez. C'est en fonction du remplissage du verre. Vous pouvez y mettre du vin blanc, du vin rouge ou de l'eau. Ça se joue avec l'archesse sur le verre. Et selon le remplissage, je ne vais pas la remettre. Et il va nous faire un peu harmonica. Et donc, ce Krum, c'est bizarre. C'est pas des sons ordinaires. Et les gamins, les petits, voyaient les aînés écouter ce Schubert avec délectation, parce qu'ils l'avaient déjà dans l'oreille. Et c'était le quintet de Schubert avec violoncelle. Et les anciens voyaient les enfants complètement captivés par ce glace harmonica et cette musique qui leur parlait finalement davantage. Et ça nous est resté, Monique, Simon, vous êtes d'accord, c'est ce moment, on l'a véritablement... Voilà, alors cette année, je ne suis pas sûr que les FJEP puissent venir, donc il est différent. C'est le 3 août à 15h, c'est gratuit bien entendu. C'est le concert solidaire. Mais il y a des concerts le soir absolument sublimes dans un lieu absolument magnifique. Et il y en a un au Jardin des Cygnes, c'est du jazz. Oui. Et même à la chapelle de Martel. Ah non, alors la chapelle de Martel, je suis désolé. On voulait innover en faisant un concert à Martel de Janvier. Ah oui, c'est marqué. Oui, c'est marqué, mais on a été obligé de changer. La chapelle de Martel, on fera une visite à la chapelle de Martel de Janvier avec un guide du patrimoine. Une guide du patrimoine. Mais on a été tester l'acoustique, c'est absolument impossible. Alors je ne vous fais pas le détail, et donc on va le faire à l'église de Chède, avant ce récital de violon, par un violoniste extraordinaire, qui est le violon solo de la garde républicaine,
assurez-vous, il ne sera pas en tenue, et qui se passera à l'église de Chênes. On est désolé, mais c'est pas audible. C'est trop fatigant pour les oreilles. Bah, c'est bien de le savoir. Parce que Oui, non, mais ce sera précisé. les gens vont à la chapelle. Oui, non, mais ce sera précisé sur le site, etc. On est désolé. Et moi, c'est de ma faute. J'ai été voir la chapelle au préalable, mais je ne suis pas musicien, et tester l'acoustique, je ne sais pas faire. Voilà. En tout cas, merci de cette intervention. Et puis, avant de se séparer, et avant de retrouver le stand de la librairie Landru, je voudrais vraiment chaleureusement remercier Jean-Christophe Ruffin. Je crois que dans ces lieux de haute spiritualité, hein, il nous a montré des éléments d'ouverture sur le monde et sur les hommes, et que ce soit en médecine, en musique, en littérature, en action humanitaire, je crois que tout doit être fondé sur le talent et la solidarité, sur la fraternité et surtout sur l'espérance que les disciplines artistiques, quelles qu'elles soient, amènent à réduire quelque part les malheurs du monde. Donc je voudrais vraiment te remercier très chaleureusement et puis t'offrir ce petit présent. Et puis, si tu rencontres Aurel, peut-être que tu en es un peu lassé. Voilà, je suis vraiment très content Moi, je te remercie vraiment très, très chaleureusement de cette marque d'amitié. Merci.